écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, très bien. Bienvenue à cette réunion donc, qui a pour objet de rentrer dans le sujet, si je peux m'exprimer comme ça, dans le sujet mobilité. Vous savez qu'on a à se déterminer assez rapidement maintenant, puisque je crois, à moins qu'il y ait des évolutions dans les semaines et mois qui viennent, mais plutôt dans les semaines, on a à se déterminer avant le 31 mars sur une éventuelle prise de compétences intercommunales. Donc c'est un sujet qu'on devait traiter il y a un mois en séminaire, un samedi matin, mais le séminaire n'a pas pu avoir lieu. Et donc on a mis en place d'autres dispositions pour pouvoir échanger sur ce sujet qui est important, qui renvoie à des enjeux qui sont essentiels pour notre territoire. Vous le savez bien, hein, on est sur un territoire rural avec des centralités et la question c'est comment on se déplace sur ce territoire, comment on accède à l'emploi, comment on accède aux services publics quand on n'a pas forcément de solution de mobilité. Donc c'est une réflexion de fond que nous devons mener, alors dans des délais très courts, mais voilà, c'est le calendrier législatif qui nous l'impose, les décisions législatives qui nous l'imposent, on aura à faire des choix, et pour pouvoir faire ces choix, bien évidemment, il faut avoir une information partagée, discutée sur ce sujet. Alors on va le faire en plusieurs temps. Le premier temps ce soir, et je remercie notre consultante d'être présente avec nous, Madame Wick, donc bienvenue. Vous allez pouvoir nous éclairer sur la loi à l'homme, je crois, les tenants et aboutissants et les enjeux pour notre territoire. Et ensuite, on aura un échange aussi avec la région. Évidemment, Catherine, un acteur tout à fait essentiel sur cette question des mobilités. Et on aura ensuite un troisième temps sur une présentation des solutions de mobilité qui sont actuellement mises en œuvre sur le territoire, particulièrement à Vire-Normandie, mais pas seulement à Vire-Normandie. Donc de manière à ce que chacun puisse appréhender ce que pourrait signifier une prise de compétences, en sachant qu'on aura à se déterminer alors, sur le choix de la prise de compétences, mais aussi sur le contenu qu'on veut donner à cette compétence. Voilà, je pense que c'est important qu'on ait tous ces échanges, on va les avoir rapidement, j'en suis encore une fois désolé parce qu'on aime tous avoir du temps pour réfléchir et décider, mais là encore une fois on a un impératif fixé par la loi et on va devoir s'y conformer. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais peut-être laisser la parole à Madame Wick pour nous faire se présenter et nous présenter ce qu'elle a prévu de nous présenter en lien avec la question de la mobilité. Merci M. Andrew, merci Mme Spalares pour votre proposition de monter ce cycle de effectivement 3 rencontres, plus la rencontre avec la région, vous l'avez mentionné. Je vais revenir juste après sur le contenu de ces rencontres-là. Alors je vais simplement partager mon écran pour que vous ayez la présentation. Alors j'en profite pour me présenter. Je suis chercheuse en mobilité, spécialisée dans les questions de mobilité en milieu rural. Et puis, je suis également consultante et formatrice. Donc voilà, c'est à ce titre-là que j'interviens auprès de vous aujourd'hui. Alors, effectivement, donc on aura trois rencontres ce soir, puis on aura la semaine prochaine, le 15 décembre, un échange autour de tout ce qui existe bien sur votre territoire. Il existe déjà beaucoup de choses. Et puis, on aura une troisième rencontre en janvier ou février maximum pour vraiment réfléchir ensemble à est-ce que vous prenez la compétence ou pas. Alors, pour accompagner ces 3 rencontres, on a proposé donc avec Madame Spalares et Monsieur Neville de mettre à votre disposition un certain nombre de ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin sur cette question, parce que finalement ça va être très très rapide. Donc il y a d'une part des capsules vidéo qui sont mises à votre disposition par le CNFPT, c'est des vidéos que j'ai écrites et tournées, qui peuvent vous donner des éléments sur les enjeux de la mobilité, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est si important pour votre territoire, et puis 3 vidéos sur les pistes, les leviers d'action que vous avez à disposition pour agir sur cette question de la mobilité, en matière de développement d'offres et d'infra, en matière d'information, de formation et de sensibilisation, et en matière de planification. En plus de ça, je vous ai mis un lien pour aller sur la forum question France Mobilité. Alors j'y reviendrai, France Mobilité, c'est un acteur vraiment à retenir pour
tout ce qui touche les mobilités finalement, et qui a fait une forme de question sur la LOM. C'est également une ressource très importante. Et puis un dernier document sur lequel je reviendrai plus tard. Donc toutes ces ressources vous seront envoyées à l'issue de la présentation de ce soir. Voilà, c'était simplement pour vous les présenter rapidement. Et puis sachez qu'on vous enverra également un glossaire et une synthèse avec les éléments clés de ce que je vais raconter ce soir, voilà, pour vous permettre de faire le point à tête reposée. Alors, on rentre dans le vif du sujet, mais simplement pour vous dire que ça va aller assez vite, puisque bon, voilà, il est déjà 17h30, je vais essayer d'être efficace, mais néanmoins, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, prenez la parole, parce que je ne vois pas si vous écrivez des messages, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions, pour aller plus loin sur certains points. Alors, Monsieur Andreu l'a dit, en fait, il y a 3 dates clés. Il y en a une première, c'est la date 31 mars 2021. Alors, j'entends un écho, il y a quelqu'un qui a dû rouvrir son micro, et donc il y a beaucoup d'écho. Donc, le 31 mars 2021, oui, merci. 31 mars 2021, c'est la date limite pour voter la prise de compétence mobilité, ou ne pas la prendre. Mais en tout cas, il faut que le vote ait été fait avant le 31 mars 2021 pour une mise en œuvre de la compétence à partir du 1er juillet 2021. Alors, Monsieur Andreu le disait, c'est un calendrier qui est très court et puis surtout qui est mouvant. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur le maintien du vote au 31 mars 2021. Il y a eu des demandes de la part du Sénat à repousser cette date à 3 mois après, donc au 31 juin 2021. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. On ne sait absolument pas ce qui va être décidé plus tard. Donc ce que je vous propose, c'est de partir sur cette date du 31 mars 2021. Donc une date qui est très très proche, on n'a que 3 mois devant nous, et puis c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est un vote sur une prise de compétences qui revêt tout un tas d'enjeux. Et donc mon objectif finalement au cours de ces 3 rencontres, c'est de vous apporter tous les éléments qui vous permettront de prendre votre décision de la manière la plus éclairée possible en ayant en tête tous ces enjeux. Alors, un premier élément clé, je tire ça du glossaire, vous allez pouvoir le retrouver dans le glossaire après, c'est la notion d'AOM, sur laquelle je vais réutiliser très souvent. Donc, une AOM, c'est une autorité organisatrice de la mobilité, c'est ce qui était avant les autorités organisatrices de transport. Et donc, les AOM, on va considérer que c'est normalement le seul acteur légitime pour élaborer des stratégies et agir en matière de mobilité. Donc la question pour vous, c'est est-ce que votre communauté de communes veut ou pas devenir AOM? C'est ça la question clé. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, en fait, il faut revenir sur le contexte. Le contexte, c'est le vote d'une loi en fin décembre 2019, donc il y a 1 an, c'est la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités. C'est la loi qui fait suite à la LOTI, donc la LOTI 1982, qui était en fait la loi qui encadrait toutes ces questions de transport. Et puis donc, quasiment 40 ans plus tard, la LOM arrive et vient poser un cadre réglementaire sur ces questions de transport et mobilité. Donc vous noterez qu'on passe bien de la notion de transport à mobilité. La mobilité, pour donner une définition très, très rapide, c'est le transport plus tout ce qui est, par exemple, prendre en compte la demande, c'est-à-dire les gens qui vont se déplacer, essayer de comprendre leurs besoins, leurs préférences, leurs motivations. Et puis c'est également de nouvelles offres de mobilité, par exemple, qui n'existaient pas, par exemple du covoiturage, par exemple des vélos en libre service. Voilà, c'est tout un tas de nouvelles offres et de nouveaux centres d'intérêt, on va dire, qui n'existaient pas, qui ne pouvaient pas rentrer dans ce concept de transport. Donc le concept de mobilité est plus large. Donc la LOM a été votée en 2019 et en fait il y a un volet majeur de la LOM, c'est un volet gouvernance. C'est-à-dire que la LOM cherche à identifier les acteurs les plus pertinents et les plus légitimes pour travailler sur la mobilité, en considérant que voilà, aujourd'hui il y a vraiment un besoin à faire ce point-là. Donc voilà pour la LOM. Alors,
En fait, la LOM arrive dans un contexte bien spécifique, qui est un contexte où on a 80% du territoire français qui est considéré comme une zone blanche de mobilité. Donc c'est quoi une zone blanche de mobilité? C'est une zone dans laquelle il n'y a pas d'acteurs identifiés comme compétents en matière de mobilité. Et donc l'impact que ça a, c'est que en gros, dans ces territoires-là, il y a assez peu de choses qui sont faites en matière de mobilité. Ces 80% du territoire français, ils correspondent en gros aux territoires périurbains et ruraux. C'est-à-dire que dans les territoires urbains, il y a déjà des acteurs compétents en matière de mobilité, donc la question se pose assez peu. Là où la question se pose, c'est vraiment pour les 80% du territoire français périurbain et ruraux, où en fait on ne sait pas très bien à qui s'adresser quand on veut parler de mobilité. Et donc l'objectif de la LOM, c'est de doter 100% du territoire français d'une AOM active. Il y a des territoires qui sont AOM de facto, donc les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération sont deviennent de fait autorités organisatrices de la mobilité. La question ne se pose pas. Mais là où la question se pose, c'est pour les communautés de communes, où là, le gouvernement a décidé de laisser le choix aux communautés de communes de prendre ou pas la compétence mobilité, donc de devenir ou pas autorité organisatrice de la mobilité. Donc c'est là toute la question qui se pose à vous, c'est est-ce que vous décidez ou pas de prendre la compétence. Alors je disais, cette prise de compétence, c'est une vraie question à enjeu. La première chose à savoir, le premier message à retenir, c'est que si vous décidez de ne pas prendre la compétence au 31 mars 2021, alors, d'une part, c'est la région qui deviendra autorité organisatrice de la mobilité. D'autre part, il vous sera quasiment impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous dites non, vous ne pourrez plus dire « Ah, si, on fait le vote et puis on prend une autre décision ». Ce sera quasiment impossible de revenir en arrière. Ça, c'est un vrai message à garder en tête. Alors, je dis c'est quasiment impossible parce qu'il y a deux possibilités quand même de se réinterroger. C'est dans le cas où vous fusionnez avec une autre communauté de communes. Dans ce cas-là, vous pourrez remettre la question au vote. Ou si vous créez ou vous adhérez à un syndicat mixte. Dans ces cas-là, vous pouvez reposer la question et puis transférer la compétence mobilité au syndicat mixte. Voilà. Mais sinon, retenez que le choix que vous allez faire, il va être quasiment irrévocable. Alors, le problème de la LOM, c'est qu'elle pose un cadre théorique, mais il y a quand même pas mal de zones un peu floues. Le premier flou qui reste, c'est sur ce qui se passe. Par exemple, pour votre communauté de communes où beaucoup de communes organisent déjà des services de mobilité, qu'est-ce qui va se passer si vous décidez de ne pas prendre la compétence? Ce que dit la loi, c'est que, a priori, les communes qui organisaient déjà un service pourraient continuer à le faire vivre. Alors j'ai bien dit faire vivre entre guillemets parce que faut s'interroger sur la définition, la signification de se faire vivre. Et puis vous pourrez continuer à prélever le versement mobilité, ce qui s'appelait avant le versement transport, mais vous ne pourrez pas créer de nouveaux services. Donc il faut bien comprendre que, en gros, vous pourrez simplement conserver l'existant, continuer à faire fonctionner vos services, mais il ne sera pas question de créer de nouveaux services, d'apporter un peu plus de cohérence à l'échelle intercommunale, par exemple. Voilà, vous pourrez simplement maintenir en l'état. Donc, ce ne sera pas possible, en tout cas, d'avoir un projet de mobilité à l'échelle de l'intercommunale. Ça ne sera pas possible si vous ne prenez pas la compétence. Quoi qu'il en soit, au 1er juillet 2021, les communes ne seront plus considérées comme des AOM. Les communes ne seront plus compétentes en matière de mobilité. Alors, là, j'ai déjà mis le point sur un gros enjeu, donc cette décision serait irrévocable, mais en fait, ce sur quoi il faut qu'on s'arrête un peu, c'est sur l'intérêt pour vous, pour votre intercommunalité, à prendre la compétence. À quoi ça devient tout ça? La première
dirais, c'est de construire votre projet de territoire en matière de mobilité. Je vous disais tout à l'heure, si vous décidez de ne pas prendre la compétence, c'est la région qui vient à AOM et qui viendra ce qu'on appelle une AOM locale. C'est-à-dire que c'est à l'échelle régionale que les projets de mobilité de votre interco seraient définis et élaborés. Et la question se pose quand même de la possibilité pour la région de prendre en compte vos besoins spécifiques, les besoins spécifiques de votre territoire, ou de travailler et de connaître les acteurs de votre territoire, les associations, les citoyens. Voilà, donc en gros, si vous décidez de ne pas prendre la compétence, la question c'est comment est-ce qu'il pourra y avoir un projet de mobilité pertinent qui serait mis en œuvre. Donc voilà, la première chose c'est prendre la compétence pour construire son propre projet de territoire en matière de mobilité. La deuxième chose, c'est prendre la compétence pour devenir un acteur identifié et légitime sur la mobilité. Ça, quand j'ai discuté avec des intercos, c'était une Comcom d'ailleurs, qui avait déjà pris la compétence et qui disait maintenant en fait, on se considère comme suffisamment pertinent pour discuter avec des grosses AOM, par exemple la communauté d'agglo ou la métropole qui est à côté, et puis pour discuter avec la région. Alors qu'avant, on était considéré comme le petit territoire, qu'on n'avait pas notre place, qu'on n'avait pas notre mot à dire. Donc ça, c'est un vrai argument, c'est rentrer dans un rapport de force d'égal à égal avec les régions ou avec les grosses AOM. Et de facto, c'est, a fortiori plutôt, c'est pouvoir pouvoir mettre en évidence vos propres besoins, votre point de vue, etc. Troisième chose, c'est prendre la compétence pour décider des services que vous souhaitez organiser ou soutenir. On va le voir après, vous avez plusieurs façons d'agir sur la mobilité, vous pouvez organiser ou soutenir financièrement. Mais en gros, voilà, c'est être, encore une fois, acteur de vos projets, de vos services de mobilité. Quatrième chose, ça reprend des choses que j'ai déjà dites, mais c'est développer des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la réalité de vos besoins en déplacement. Voilà, ça peut être à l'échelle de l'interco, ça peut être à une échelle plus large si vous décidez de travailler avec un syndicat mixte, ça peut être à une échelle plus petite, à l'échelle d'une commune si jamais. Bon. Et puis, un dernier élément, je pense, c'est apporter une cohérence dans les services qui sont déjà développés par les communes membres. Par exemple, dans votre interco, il y a 2 services d'autopartage qui sont développés dans les 2 communes principales. Et bien peut-être que si vous devenez AOM, il y aura un intérêt à développer cet autopartage à l'échelle de l'interco. C'est des choses qui se réfléchissent, mais en tout cas, si vous prenez la compétence, c'est des choses qu'il vous sera possible de réfléchir. Donc finalement, je dirais, prendre la compétence, il faut la considérer comme une opportunité pour agir sur la mobilité sur votre territoire, mais c'est une opportunité et pas une obligation. On va le voir après, en fait, si vous décidez de prendre la compétence, il n'y a pas grand-chose qui s'impose à vous. C'est simplement vous offrir la possibilité pour agir, soit maintenant, soit plus tard, sur la mobilité. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est, en gros, vous ouvrez la porte. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne prenez pas la compétence, la porte sera fermée au moins pendant un certain temps. Alors, à quoi est-ce que ça vous engage, cette prise de compétence? Je le disais, ça vous engage à pas grand-chose, en fait. Il y a une seule obligation, ce sera de créer ce qu'on appelle un comité des partenaires. Alors, c'est quoi un comité des partenaires? En fait, c'est simplement une instance de discussion pour discuter des questions de mobilité. En fait, je le disais en introduction, un des gros enjeux de la LOM, c'est d'identifier les acteurs qui vont s'occuper de cette question de la mobilité, parce que jusque-là, en fait, il y avait une grande diversité dans les gens qui s'occupaient de la mobilité. Et puis il y avait un flou, est-ce que c'est l'interco, est-ce que c'est la commune, est-ce que c'est bon. On ne savait pas très bien qui était chargé de ces questions de mobilité, puis globalement, dans certains territoires, c'était personne. Et donc vraiment la LOM a voulu mettre tout ça au clair et dire, bon,
il faut qu'on arrive à échanger sur ces questions de mobilité. Donc ça, c'est la première chose, identifier les acteurs les plus pertinents. Et puis la deuxième chose, la LOM a dit qu'il faut qu'on prenne en compte une chose qui est essentielle dans les projets de mobilité, c'est qu'un projet de mobilité, ça ne se fait pas uniquement entre acteurs institutionnels. Ça se fait avec parfois les représentants des entreprises, parfois les représentants des usagers, avec les associations, par exemple les associations de cyclistes, avec les structures du social, par exemple. Bon, évidemment, ça dépend du projet de mobilité en question, mais en gros, ça se fait avec les acteurs du territoire, pas uniquement les acteurs institutionnels. Et donc, du coup, ce comité des partenaires, c'est une réponse à ce besoin-là. C'est une instance de discussion avec ces différents acteurs qui peuvent varier en fonction des projets. Donc, la seule obligation qui s'impose à vous, c'est de créer ce comité des partenaires et puis de le réunir au moins une fois par an. Donc, qui vous pouvez intégrer à ce comité des partenaires? Eh bien, à minima, les représentants des usagers. Par exemple, si vous avez une gare, s'il y a la gare de Vire, s'il y a une association des usagers du train à la gare de Vire, il faut l'intégrer dans le comité des partenaires. Il faut intégrer les représentants des employeurs, et puis après, vous intégrez qui vous voulez en fonction du projet de mobilité, donc ça peut varier d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment la seule obligation. Donc, vous voyez, en fait, vous pouvez choisir de voter en faveur de la prise de compétences au 31 mars 2021, et puis choisir, en fait, pendant 5 ans, 10 ans, de ne rien faire d'autre que de créer ce comité des partenaires, si vous choisissez, si vous considérez que c'est pas le moment, que vraiment, vous aurez vos raisons. Mais en gros, voilà, c'est la situation. Le reste, c'est au choix des communautés de communes. Vous avez tout un tas de leviers d'action à votre disposition, mais c'est au choix de la communauté de communes. Alors, là, je reviens sur 3 idées reçues, souvent 3 idées fausses, sur lesquelles il faut quand même faire le point, parce que c'est souvent sur la base de ces idées fausses que les territoires vont faire leur choix. Alors, la première chose, c'est pour ça que j'ai intitulé la slide « À quoi n'engage pas la prise de compétences ». La première chose, c'est que la prise de compétences n'engage pas à mettre en œuvre un réseau de transport en commun. Par exemple, si vous prenez la compétence, vous ne serez pas du tout dans l'obligation de développer le réseau, le transport régulier qui existe à Vire et de le développer à l'échelle de l'interco. Absolument pas. Et vous pourriez même décider de supprimer ce réseau-là si un jour il vous semblait plus pertinent. Il n'y a aucune obligation à organiser un réseau de transport en commun. La petite subtilité quand même, c'est que pour prélever du versement mobilité, il faut quand même qu'il y ait un réseau de transport en commun. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra plus tard, sur cette question du financement grâce au versement mobilité. La deuxième chose, c'est que vous n'avez aucune obligation à mettre en œuvre l'ensemble des leviers à votre disposition. C'est-à-dire que vous pouvez organiser, en gros la norme vous dit vous pouvez organiser ce que vous voulez en matière de mobilité. Ça peut être du vélo, ça peut être du transport à la main, ça peut être une plateforme de mobilité, que sais-je, on pourra y revenir après sur ces leviers à votre disposition. Mais en tout cas, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre en œuvre l'ensemble de ces leviers. Vous pouvez en mettre en œuvre qu'un seul, ou vous lisez aucun. Voilà. En fait, l'esprit de la LOM, c'est vraiment de dire on veut que les territoires deviennent acteurs de la mobilité, mais fassent en fonction de leur situation spécifique et avancent à leur rythme à eux. Voilà. Donc vous avancerez au rythme que vous voulez si vous prenez la compétence. La troisième chose, et c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que vous n'avez aucune obligation de récupérer les services qui seraient mis en œuvre par la région ou, le cas échéant, par le département sur votre territoire. C'est-à-dire que la région, aujourd'hui, organise du transport en commun, du transport scolaire, qui desservent votre territoire, qui sont inclus dans votre territoire. Eh bien, il n'y a aucune obligation à récupérer ces services-là. Ça, c'est un point qui est super important parce que certains territoires me disent non, moi je ne veux pas prendre la compétence parce que je me retrouverai à organiser du transport scolaire et puis du transport régulier et je n'ai pas du tout les moyens de le faire, donc ce ne serait pas du tout pertinent. Et bien dans ces cas-là, la loi vous dit que vous
pouvez très bien laisser la région continuer à s'en occuper. Alors, il se peut aussi que la situation soit autre, c'est-à-dire que votre territoire exprime la volonté de récupérer certains des services qui sont actuellement organisés par la région. Alors, il faut distinguer deux cas. Il y a d'une part les réseaux qui desservent votre territoire, mais qui desservent aussi d'autres territoires. Dans ces cas-là, la question ne se pose pas, c'est la région qui continue à s'en occuper. Ça, voilà, vous n'avez pas le choix. Voilà. Par contre, pour les réseaux qui seraient entièrement inclus dans votre territoire, par exemple un réseau de transport scolaire, et bien là, vous pouvez demander à récupérer l'organisation de ces services-là si vous considérez que c'est pertinent. Voilà. Si vous considérez par exemple que vous n'êtes pas entièrement satisfait par le réseau qui est organisé par la région, vous pouvez décider. Oui. Il y a une question, si je peux laisser la parole à M. Brognard. Bien sûr, allez-y. Monsieur Brognard, si vous pouvez poser votre question en réactivant votre micro. Oui. Ou alors je vous pose la question pour vous. Oui. Oui, c'est bon. Bonsoir. Qu'en est-il des conventions signées avec la région pour ça et du financement des transports scolaires? Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu le début de la question. Aujourd'hui, on a signé une convention pour certains avec le département de transport scolaire, pour toi avec la région pour 3 ans. Donc on s'engage pour 3 ans avec le département. Qu'en est-il de ces contrats, de la possibilité de les rendre caducs? Et aujourd'hui, c'est les communes qui organisent le transport scolaire et la région qui les finance. Donc, qu'en est-il du financement? Alors, je ne veux surtout pas m'emmêler des pinceaux dans ces questions qui sont quand même assez techniques. Donc, la première chose à voir, c'est est-ce que c'est un réseau qui est inclus entièrement dans le territoire ou pas? Ou est-ce que c'est un réseau qui dessert simplement, mais aussi d'autres territoires? La région est compétente de transport scolaire sur l'ensemble de la région. Là, en l'occurrence, les 5 exploitants fonctionnent avec le département, avec la région, quoi, le transport scolaire. Ouais, mais la question, c'est par exemple les réseaux auxquels vous faites allusion. Est-ce que c'est des réseaux qui sont entièrement inclus dans le territoire de la communauté de communes, ou est-ce que c'est des réseaux qui desservent un peu la communauté de communes, mais un peu d'autres territoires? Non, je pense qu'ils desservent entièrement la communauté de communes et uniquement la communauté de communes. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire le choix de soit les laisser à la région ou au département, soit demander à les récupérer. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour la question des financements, alors c'est pareil, donc j'ai plus en tête le détail, mais c'est en gros à voir avec la région. Faut contractualiser avec la région pour cette question du financement. C'est-à-dire le contrat est basé sur l'argent que perçoit la région et la région leur dirige à la communauté de communes. Je pense que c'est ça. Mais ça, sur cette question-là, je suis désolée, je ne suis pas complètement, je n'ai pas le détail des choses, mais je pourrais vous renvoyer vers les textes qui vous apporteront vraiment la réponse complètement adaptée. Ça, je le transférerai à Mme Spalargas à la fin. Mais écoutez, je vous remercie bien. Alors, je peux enchaîner sur la question. Vous m'entendez? C'est Marc-André Salater. Est-ce que je peux enchaîner sur cette question? Puisque en fait on a alors au niveau de Vire-Normandie, nous sommes autorité organisatrice de transport, de niveau, alors je sais plus si c'est niveau 2 je crois. Donc ça veut dire que sur le territoire intercommunal, en fait, on a la région qui gère en direct les transports sur l'autre partie du territoire. Et sur Vire-Normandie, donc c'est nous-mêmes qui organisons le transport scolaire. Donc, je voulais savoir si on pouvait, alors je ne sais pas quelle sera la décision des élus sur cette question, mais est-ce qu'on peut rester en l'état, c'est-à-dire avec une commune qui gère le transport scolaire et les autres non. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est... Avec une dotation qui va avec. Oui, bien sûr, on agit pour le compte de la région, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça, c'est une situation qui peut rester ou pas? Alors, ça dépend. Si vous prenez la compétence,
c'est-à-dire que c'était ce que j'allais présenter là sur mon PowerPoint. Si vous prenez la compétence, il n'est pas possible qu'une commune reste compétente en matière de mobilité et organise un truc et pas dans du territoire. Donc ça, c'est sûr. Si vous décidez de ne pas prendre la compétence, alors il est possible pour une commune de rester à O2 et donc de demander à récupérer le transport scolaire. C'est bon? Mais au cas, parce que excusez-moi, je suis peut-être un peu tordu, mais j'ai compris que même si on prenait la compétence mobilité, hein, on n'avait pas l'obligation de prendre la compétence scolaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que la commune de Normandie peut quand même garder, elle, la gestion en direct? Non. Ah oui. Non. Donc, non. Voilà, donc c'est une question très importante hein, pour nous, enfin en tout cas, m'exprimer en tant que maire, c'est une question majeure, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est... c'est très clair. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. Allez, voilà. Aujourd'hui, le vivre est autonome, mais les territoires ruraux organisent entièrement le transport scolaire. La région ne fait que valider certains points de ramassage, mais la région ne participe pas du tout à l'organisation. La région est un financeur. Ah oui. Oui, c'est pareil. Ah oui. On passe notre propre marché. Oui, mais aussi. Ah oui, donc c'est la même chose. J'ai posé une question qui n'a pas lieu d'être. C'est la même chose. Sauf que c'est pas le même. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Désolé, ma question n'avait pas de sens. Ok. Bon. Merci Frédéric. C'est ça. C'est ça. C'est une question de délégation. C'est ça. Ok. Je continue, c'est bon ou... Ok. Alors, quand même, venons-en à ce qu'il vous serait possible de faire si vous preniez la compétence. Donc je le disais, vous n'êtes obligé à rien par la qualité des partenaires. Il y a un micro qui est resté ouvert, je peux même, sinon il y a de l'écho. Le reste, donc, c'est à votre choix, vous décidez de faire ce que vous voulez. Donc, la première chose, c'est que vous pouvez soit organiser vous-même, soit soutenir des offres de mobilité. Donc, vous pouvez, par exemple, décider d'organiser un service de transport à la demande, de manière très traditionnelle, on va dire. Bon. Ou alors, vous pouvez choisir de soutenir, par exemple, si vous voulez favoriser le covoiturage, vous contractualisez avec un opérateur de covoiturage qui organisera le covoiturage sur votre territoire. Donc voilà, vous avez deux moyens pour agir, soit organiser, soit soutenir en contractualisant. Alors, ce que la norme apporte par rapport à avant, c'est qu'elle détaille les différentes offres de mobilité sur lesquelles vous pouvez être acteur. Donc, il est possible d'organiser soit des services de transport collectif, ça, rien de nouveau. Vous pouvez organiser ou soutenir des services de mobilité solidaire. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, la mobilité solidaire, ça va être par exemple une plateforme de mobilité pour des publics vulnérables, ça va être du transport bénévole, je sais qu'il y en a aussi sur votre communauté commune, ça peut être un garage solidaire, etc. Vous pouvez aussi agir en matière de mobilité active. Alors, ce qu'on appelle mobilité active, c'est aussi ce qu'on appelle mobilité douce parfois. C'est tout ce qui requiert la puissance, humaine pour agir. Donc, ça va être vélo, trottinette, marche à pied, évidemment. Voilà, vous pouvez être acteur là-dedans. Et puis, il y a aussi tout ce qui est mobilité partagée. C'est covoiturage, autopartage, autostop de proximité, etc. Ça vous fait déjà un beau panel d'actions que vous pouvez organiser ou soutenir. On vous propose aussi d'être acteur en matière de transport de marchandises. Ça, c'est souvent un sujet qui n'est pas travaillé à l'échelle des COMCOM, mais voilà, vous pouvez être acteur. Il y a aussi tout ce qui est du ressort du conseil en mobilité. C'est-à-dire qu'on vous dit, alors c'est essentiel d'organiser des infrastructures, des nouvelles offres, etc. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour qu'on ait une vraie évolution des pratiques de mobilité des individus. Donc, on vous propose d'organiser du conseil en mobilité. Ça peut être, des challenges
entreprises, ça peut être de la formation au vélo dans les écoles, dans certains quartiers, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le conseil en mobilité. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de la planification. Donc ça peut être, par exemple, élaborer un schéma directeur vélo, je sais que vous en avez déjà un, ou alors ça peut être organiser un plan de mobilité, élaborer un plan de mobilité à l'échelle de la COP. Ce qu'on voit dans certains territoires qui sont les plus novices, alors c'est pas votre cas parce que vous avez déjà beaucoup de services qui sont organisés, mais dans des territoires dans lesquels il n'y a rien, ce qu'on pressent, c'est que les territoires vont prendre la compétence mobilité et ils vont commencer par se poser un peu et par élaborer un document de planification. Ce qui est très intelligent en fait, c'est commencer par dire quelle est notre stratégie de mobilité à l'échelle du territoire. Donc ce volet-là de planification, je pense que c'est un beau volet à travailler pour lancer une dynamique de mobilité à l'échelle intercommunale. Ça peut être un bon plan. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce à quoi engage la prise de compétence? Sinon, j'enchaîne avec la question du financement. C'est bon, il n'y a pas de questions? Okay. Alors, cette question du financement. C'est une question qui a fait énormément de débats au moment du vote de la LOM. Il y a eu des batailles, des débats dans le finir entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque ce que regrettait le Sénat au moment du vote, c'est qu'on demande aux territoires ruraux et périurbains de prendre une compétence en plus, mais sans leur en donner les moyens. Voilà. Et l'Assemblée nationale a toujours refusé de définir par quels moyens les COMCOM pourraient financer cette compétence mobilité. Donc, ce avec quoi on se retrouve, c'est qu'il y a une seule source de financement que j'ai qualifiée de régulière, qui existe, c'est le versement mobilité. Donc, le versement mobilité, par exemple, j'ai un moucheron qui passe devant moi, le versement mobilité, c'est ce qui s'appelait avant le versement transport. La définition et le fonctionnement n'a pas changé en fait par rapport au versement transport. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le versement mobilité peut être prélevé uniquement si un service de transport régulier est organisé. Voilà. Donc ça va être un point bloquant pour énormément de territoires, pas pour le vôtre puisqu'il en existe déjà un, mais pour plein de territoires se pose la question de comment on va faire puisqu'on ne peut pas prélever le versement mobilité. Vous n'êtes pas dans ce cas-là, donc c'est, je pense, une situation qui est plutôt très favorable, sachant que le taux du versement mobilité, oui, bon, ça c'est un détail, je passe là-dessus, c'est dans le cas où vous intégriez un syndicaliste, mais bon, on pourra en reparler après. Donc, vous ne pouvez le prélever que si un service de transport régulier. Par contre, les recettes du versement mobilité peuvent servir à financer tout service de mobilité. Voilà, c'est à retenir. Vous n'êtes pas obligé de réinvestir dans le transport régulier, vous pouvez l'utiliser pour financer un super écosystème vélo si vous le voulez. Alors, donc ça c'est le versement mobilité. Pour tout un tas de raisons, il se peut que le versement mobilité soit ne soit pas prélevé, ne soit pas prélevable ou ne suffise pas. Dans ces cas-là, on est plutôt dans une situation qui est, encore une fois, très favorable. Parce qu'en fait, ça fait quand même quelques années maintenant que la mobilité est quand même très en vogue et qu'il y a beaucoup de sources de financement qu'il est possible d'aller chercher. Alors, il y a tout ce qui est du ressort des appels à projets. Alors, il y a par exemple l'appel à projet TELMOD, auquel vous avez candidaté et puis été lauréat. L'appel à projet TELMOD, c'est en partenariat avec l'ADEME. Je le mentionne parce que c'est quand même souvent une source de financement qui permet de travailler sur la mobilité pendant 3 ans et puis qui se traduit souvent par, par exemple, la contractualisation en CDI de la personne avec qui on a travaillé avant. Enfin, moi, je dis ça, ça permet de lancer, encore une fois, une dynamique de mobilité à l'échelle d'un territoire, de mûrir pendant 3 ans et puis après de continuer. Donc, c'est une belle source de financement. Après, vous avez pas mal de dispositifs de soutien de l'État. Alors, notamment, je mentionne la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local. Pourquoi je la mentionne?
parce que la DSIL, pour deux raisons. La première, c'est que la DSIL, sur son dernier, c'est pas un appel à projet, mais bon, ça fonctionne un peu pareil, a mentionné la mobilité comme un des axes forts. Donc des projets de mobilité peuvent assez facilement être financés par la DSIL. Et la deuxième raison pour laquelle je l'évoque, c'est parce que il y a 2 ans ou 1 an, le ministère avec qui j'échangeais disait venez chercher en fait la DSIL parce qu'elle n'est jamais complètement utilisée. Il reste des sous. Donc, encore une fois, voilà, c'est, je pense, vraiment une option qui est intéressante. Après, vous avez, donc cette année, il y a le plan de relance qui cible différentes choses en matière de mobilité, mais moi je trouve que pour la mobilité dans les territoires, il n'y a pas énormément de choses. C'est plutôt si vous aviez des gros projets sur carburant alternatif ou d'hydrogène, bon, là, ok, le plan de relance est intéressant, mais pour vous, bon, je ne suis pas sûre. Après, vous avez les C2E, certificat d'économie d'énergie. Là aussi, c'est pareil, il y a moyen de monter des projets et d'obtenir des financements. Il y a des financements proposés par la Banque des territoires qui finance en gros 50% des études de mobilité, donc super intéressant. Il y a l'Europe. Et toutes ces sources de financement sont synthétisées dans une adresse que je vous donne et qui est, encore une fois, c'est à garder en mémoire, c'est dans aidterritoire.meda.gouv.fr. Vous allez voir là-dessus et suivant la situation de votre territoire, situation géographique, suivant le type de projet que vous voulez mener, il vous donne tous les appels à projets, toutes les sources de financement auxquelles vous avez droit. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça faisait un peu liste à la prévère, ce que je viens de faire, mais ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il existe beaucoup de sources de financement. Donc, si vous n'avez pas de versement mobilité ou en complément au versement mobilité, il existe pas mal de sources de financement. Est-ce que je peux vous poser une question? Le VM, j'en ai pas. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Alors, je ne suis pas persuadé que tout le monde connaisse le versement, alors l'ex-versement transport et le versement mobilité. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça fonctionne? Parce que si on avait à réfléchir à ça, c'est quand même pas neutre. Voilà, donc ce serait bien que vous expliquiez un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et quel taux, etc. Enfin voilà, si ça ne vous embête pas. Ouais. Alors, le versement mobilité, donc je le disais, ça s'appelle avoir le versement transport. Donc c'est une contribution qui est due par les employeurs privés ou publics employant 11 salariés ou plus, et qui sont situés sur ce qu'on appelle le ressort territorial de la l'AOM, c'est-à-dire le périmètre de la l'AOM. Donc en gros, c'est toutes les entreprises privées ou publiques de plus de 11 salariés sur le périmètre de votre Comcom, auprès de qui vous allez pouvoir aller prélever du versement mobilité. Alors, le taux, il n'y a aucune obligation sur le taux que vous allez appliquer. C'est-à-dire que ça peut être l'objet d'une négociation, d'une discussion avec vos entreprises à l'échelle de votre Comcom. Il n'y a pas d'obligation à prélever tant ou pas. C'est vraiment une discussion, une négociation. Alors, sur cette question du VM, simplement un témoignage. Il y a une question d'ensemble. Un témoignage, c'était avec le PETR du Névillois. C'est un territoire qui est super intéressant en matière de mobilité, mais qui témoignait, qui disait nous, que ce VM, on avait un petit peu peur quand même d'aller voir les entreprises de notre territoire en leur disant maintenant on voudrait prélever le VM, merci beaucoup. Et en fait, ce que me disait Odile Begormer, donc la directrice du PETR, c'est qu'ils se sont dit on ne va pas aller voir les entreprises en leur réclamant simplement du versement mobilité, ce qui n'aurait pas été forcément très bien pris, mais on va leur dire on développe un certain nombre d'offres à l'échelle du territoire qui peuvent être intéressantes pour vous ou pour vos salariés. Par exemple, on développe du covoiturage ou on développe des infrastructures cyclables. Et donc, elle disait, quand on allait voir nos entreprises, on n'était pas dans une situation où on leur demandait simplement de l'argent, mais on était dans une situation un petit peu de donnant-donnant, quoi. C'est, on vous propose une offre qui soit intéressante pour vous et vos salariés, et en contrepartie, on vous propose de prélever un versement mobilité. Donc, témoignage... Je me vois une question, Marie. Ouais, je termine juste ça. Ce témoignage
je le trouve intéressant parce que ça permet aussi d'apaiser ces questions autour du versement mobilité qui peuvent être souvent des points de crispation. Voilà, on peut établir peut-être d'autres rapports avec les entreprises. Oui, monsieur Poignard. Micro. Il a qualifié son micro. Votre micro, monsieur Boignard, s'il vous plaît. Merci. Vous listez tout des possibilités de financement. J'en vois aucun terrain, si ce n'est le versement mobilité. Vous me parlez de tout, mais vous ne me parlez pas de base. Donc, on peut pas discuter. Vous qui n'appelez pas, on ne peut pas chiffrer. Alors, sur la question du périmètre à périmètre, vous avez raison. La question, c'est un petit peu comme la liste du Père Noël, on peut toujours demander, on verra bien ce qu'il y a à la haute. On a demandé un chiffrage. Sur mon mobilité, ça représente combien par salarié? Moi, j'ai pas. On veut bien aider les entreprises et les salariés à accéder sur leur revenu de travail, mais derrière, il faut des financements. Voilà, le versement de transport, la contribution par les employeurs, ça représente quel coût par un exemple par salarié sur les territoires dont vous parlez, ça représente pas 10 € par salarié versé par l'employeur. Alors, je suis désolée, moi j'aurais aucun chiffre à vous donner, je les ai pas en mémoire, puis ils m'avaient pas dit, j'avais en gros la somme globale, ce que ça leur permettait de récupérer, mais j'ai pas ces détails-là. Donc je suis désolée, je pourrais pas vous répondre aujourd'hui. En tout cas, sur cette question du versement mobilité et des financements, on a prévu d'y consacrer un temps dédié vraiment au cours de la troisième rencontre. Et on aura plus d'éléments à ce moment-là aussi chiffrés pour apporter une réponse. Donc voilà, on parlera vraiment avec les chiffres à ce moment-là pour qu'effectivement vous puissiez prendre une décision en ayant toutes les clés en main. Voilà, c'est évident. Pour le reste, vous avez raison. La décide et les appels à projets, c'est un peu la haute du Père Noël. On demande, on ne sait pas ce qu'on a. Voilà. Néanmoins, c'est ce que je vous disais. Il y a quand même aujourd'hui énormément de territoires qui sont lauréats, qui arrivent à dégager de l'argent, soit pour de l'investissement, soit pour du fonctionnement. Mais vous avez raison aussi, ça demande un travail en amont de réponse aux appels à projets. Ce n'est pas des financements pérennes, c'est des financements qui durent parfois 3 ans, parfois moins, ça dépend évidemment. Donc ça demande vraiment du travail, en plus de l'élaboration des projets de mobilité. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le financement ou pas? C'est bon? Je continue. Alors, là, j'ai raconté un peu ce qui se passerait si vous preniez la compétence. Alors, si vous décidez de ne pas prendre la compétence, donc, les 2 premiers points, je l'ai déjà dit, donc décision irrévocable sauf si, bon, ça vous l'avez compris. Deuxième chose, si vous ne prenez pas la compétence, c'est donc la région qui deviendrait AOM local, voilà, qui jouerait le rôle d'AOM pour votre territoire. Il y a différentes questions qui se posent dans ce cas-là. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle possibilité de prise en compte des situations locales. Vous aurez peut-être plus de mal à faire remonter vos problématiques locales ou à faire valoir votre point de vue. Et puis la deuxième chose, et on revient à la question du financement, c'est que dans le cas où la région devient AOM locale, elle n'a pas de la possibilité de prélever du versement mobilité. C'est-à-dire que la région n'aurait pas de budget alloué à votre territoire. Donc on se pose la question de comment est-ce que la région pourra développer des offres spécifiques à votre territoire sans budget spécifique. Voilà, donc ça c'est également quelque chose à avoir en tête. Alors, néanmoins, si vous ne preniez pas la compétence, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez plus rien faire en matière de mobilité. La première chose, c'est que vous pourriez continuer à faire vivre les services qui existent déjà sur votre territoire, avec donc tout ce flou, tous ces guillemets autour du faire vivre. Et puis la deuxième chose, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que de toute façon, vous pourriez continuer à agir sur la mobilité au titre de différentes compétences, au titre de la compétence aménagement du territoire,
de la compétence voirie et de la compétence action sociale. La compétence voirie, ça vous permet par exemple de commencer, je ne sais pas, à développer des infrastructures cyclables ou à développer des aires de covoiturage, quoique c'est sur les voiries départementales, non. Mais en tout cas, sur les infrastructures cyclables, vous pourriez. L'aménagement du territoire, c'est pareil, vous pourriez faire par exemple un plan de mobilité au titre de votre compétence aménagement du territoire. Donc, vous pourriez continuer à être acteur de la mobilité. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à l'échelle intercommunale, vous pourriez donc devenir, ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous pourriez devenir AO2, autorité organisatrice de second rang, et donc organiser par délégation de la région un ou plusieurs services de mobilité. Donc, en gros, vous pourriez être acteur, il pourrait se passer des choses sur votre territoire, vous pourrez continuer à se passer des choses, mais voilà, pas à l'échelle intercommunale, pas un beau projet de mobilité à l'échelle intercommunale, ça va vraiment de pair avec la prise de compétence. Bon, après, je dis ça, c'est pas forcément un objectif d'avoir un très beau projet de mobilité à l'échelle intercommunale, mais en tout cas, c'est nécessairement lié avec la prise de compétence. Il y a une question, c'est ça? Non? Ok, j'entendais un micro. Alors, pour terminer, il me reste, c'est l'avant-dernière slide, sur le rôle de la région. En fait, pareil, la LOM, en fait, dans l'esprit de la LOM, elle a identifié un binôme pour gérer ces questions de mobilité. Il y a la région qui serait AOM régionale, et puis il y a l'AOM locale qui serait soit la région, soit l'intercommunalité. Donc, dans votre cas, si vous preniez la compétence, ce serait un binôme région comme vol. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment voir la région comme un partenaire sur cette question de la mobilité, avec laquelle vous allez dialoguer, parfois négocier, mais voilà, il va vraiment s'instaurer un dialogue avec la région sur cette question de la mobilité. La web régionale a un certain nombre de rôles qui lui sont propres. Donc la région doit coordonner l'action des AOM au sein du territoire régional. Et puis elle va définir deux choses, c'est des nouveaux outils, c'est pour ça que je vous en parle. La première chose, c'est qu'elle va définir les bassins de mobilité. Donc les bassins de mobilité, c'est un peu la même chose que les bassins de vie, quoi. Dans la définition, c'est des périmètres dans lesquels se font les mobilités quotidiennes des habitants. Vous êtes tous conscients que les mobilités quotidiennes de vos habitants ne se restreignent pas ni à leur commune de résidence ni à l'intercommunalité. Elles sont à une échelle plus large, et donc cette échelle plus large, on essaye en tout cas, d'en faire des bassins de mobilité. Donc la région va proposer à l'ensemble des intercommunalités de la région des bassins de mobilité, donc va vous proposer d'intégrer tel bassin de mobilité ou tel. En théorie, vous pouvez appartenir à plusieurs bassins de mobilité. Vous pouvez, mais en pratique, ça suppose d'aller participer aux réunions qui seront organisées par chacun des bassins de mobilité. Ça veut dire doubler, voire tripler le nombre de réunions auxquelles vous allez être conviés. Bon, et très concrètement, les bassins de mobilité, je ne sais pas opérationnellement ce que ça va avoir comme impact. Mais bon, en tout cas, vous serez invité à appartenir à un bassin de mobilité. Et puis la deuxième chose, c'est que la région va établir ce qu'ils appellent des contrats opérationnels de mobilité. Donc c'est en gros un projet de mobilité, va élaborer un projet de mobilité que vous allez co-élaborer si vous prenez la compétence, que vous allez signer. Donc vous allez vous engager finalement à participer à un projet de mobilité régional. Et puis la région va continuer à organiser certains services de transport en commun. Voilà pour le rôle de la région, mais voilà, il faut vraiment avoir en tête ce fonctionnement en binôme interco-région. En tout cas, c'est comme ça que la LOM l'a voulu. Alors, pour conclure cette première rencontre,
vous accompagner dans votre prise de décision. Donc si on revient sur comment est-ce que vous pouvez prendre votre décision sur prendre ou pas la compétence. La première chose, je pense, c'est de vous former pour avoir tous les éléments en tête qui vous permettent de juger l'intérêt ou pas de prendre la compétence. Donc c'est ce que j'espère vous avoir permis de faire ce soir. La deuxième chose, c'est de vous rapprocher de la région. Pour voir comment vous allez pouvoir fonctionner avec la région. De quelle manière la région va pouvoir vous accompagner. À noter en fait que toutes les régions en France n'ont pas du tout les mêmes positions sur cette question de la prise de compétences. Il y a des régions qui encouragent énormément leurs interpros à prendre la compétence et s'inscrivent vraiment dans un travail en partenariat. Et il y a d'autres régions qui ont une position qui est beaucoup plus fermée et qui disent non, la mobilité c'est nous, c'est pas les interpros. Donc la première chose à faire, c'est de voir comment votre région à vous se positionne. Pour voir donc de quelle manière vous allez pouvoir mener des actions de manière complémentaire, de manière intelligente, etc. Ça c'est une chose qui est engagée. Vous avez, je crois, un rendez-vous avec la région bientôt. La troisième chose à faire, c'est d'identifier vos ambitions, vos envies en matière de mobilité et les actions que vous pourriez mettre en œuvre. C'est ce qu'on va faire au cours de la prochaine rencontre, donc mardi prochain. On va faire le point sur ce qui existe et puis sur ce que vous avez envie de poursuivre en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de plus, de moins, de complémentaire? Voilà. Avant de choisir de prendre la compétence, effectivement, il faut savoir ce que vous avez envie de faire en matière de mobilité. Quatrième élément, évidemment, ça va se faire avec ça, c'est évaluer vos moyens pour agir sur cette question de la mobilité, puisque, évidemment, ça demande des ressources. Ça demande des ressources financières, donc d'où l'intérêt de faire par exemple un bilan du versement mobilité potentielle, ou d'identifier les appels à projets, les ressources auxquelles vous pourriez concourir. Mais ça demande aussi des ressources humaines. Et donc, il y a une question à se poser vraiment, c'est est-ce que je suis prêt à monter de nouvelles ressources humaines? Des territoires qui avaient témoigné sur la prise de compétences mobilité disaient ça n'avait pas été pris en compte par les élus au départ, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à galérer pendant des années, à enchaîner des petits contrats de 6 mois de chargé de mission mobilité. Mais il disait non, l'important c'est de se poser la question au départ, est-ce que je suis prêt à me doter de nouvelles ressources humaines pérennes, si possible, et sur le long terme pour gérer cette nouvelle compétence. Et puis aussi, évaluer vos moyens d'agir, ça peut être vous demander est-ce que l'un de vos partenaires peut répondre à vos besoins? Est-ce que finalement la région pourrait suffire pour répondre à vos besoins, vos attentes en matière de mobilité? Ça peut être aussi une réponse. Et dans ces cas-là, vous pourriez vous dire non, on n'a pas besoin de prendre la compétence. Et puis une dernière question, c'est peut-être que la bonne décision, c'est pas de prendre la compétence seul en tant que COPCOM, mais c'est de vous associer à d'autres COPCOM au sein d'un syndicat mixte. Donc ça, voilà, ça demande aussi de réfléchir avec les COPCOM limitrophes. Au sein d'un syndicat mixte, ça peut être aussi l'endroit pour avoir des économies d'échelle en termes de ressources humaines, d'avoir un VM, mais qui serait un versement mobilité, mais qui serait ajusté au sein de chaque PCI. Ça peut être l'endroit aussi pour mener des projets de mobilité à une échelle qui serait plus pertinente que votre COPCOM. Voilà. Donc ça peut être une vraie question, enfin une vraie réponse en tout cas, de ne pas prendre la compétence seule. J'ai terminé ma présentation, donc j'attends vos questions, puis simplement le rappel de la suite. Donc la deuxième rencontre mardi prochain, et puis il y en aura une troisième dans la date n'est pas encore fixée. Et puis si vous avez n'importe quelle question sur vous avez mon mail. Et puis sinon, il y a donc les ressources biblio, la synthèse et le glossaire qu'on va vous faire passer dès demain, je crois. Merci à vous. Merci Marie. Moi j'aurais bien. Allez-y, Nicole. Non, le micro ne marche pas. Non. Parlez fort. Vous allez répéter, Marc, s'il vous plaît. Par rapport à la prise de compétences, est-ce que le coefficient d'intégration fiscale sera un plus pour notre collectivité? Alors, la question de Nicole Desmottes, c'est est-ce que la prise de compétences permettra
une valorisation en termes de coefficient d'intégration fiscale, c'est-à-dire avec un impact sur la DGF. Ah, je suis désolée, je n'ai aucune réponse à apporter à ça. Je ne suis pas du tout formée sur les questions de finance. Je crois que Valérie Salagas. Oui, la réponse que nous fait Valérie pour les collègues, c'est oui. D'accord, oui, très bien. Il y aura des conserves. Il y a quelle course de la charge de réalisation? Non, ça c'est très compliqué. Par contre, il y a transfert de charge, il y a réputation. Voilà, bien sûr. Ça, c'est dans le site. Alors moi j'avais une question sur un point sur le versement mobilité, sur le fait qu'on a effectivement un service, c'est Amibus, le service au niveau de Villers Normandie, qui est un service de transport collectif, mais qui est réduit au périmètre c'est même pas Villers Normandie, c'est la commune déléguée de Villers. Et ça suffit. En fait, alors ça suffit à. Non, c'était pas le versement de mobilité, c'était l'obligation. Ça suffit à nous exonérer de l'obligation de mettre en place un service de transport à l'échelle de l'Intercom, selon ce que vous avez dit. Alors, ce que je dis alors, c'est que pour créer le versement mobilité, il faut qu'il y ait un transport régulier organisé. C'est ça. Mais il n'est pas du tout précisé un service de transport à l'échelle de l'Intercom. Pas du tout. En fait, dans l'esprit de la loi, il n'y aurait absolument aucun sens à obliger l'organisation d'un service de transport régulier à l'échelle d'un territoire rural. Alors qu'on sait très bien qu'en rural, déployer un réseau énorme, c'est ni rentable ni pertinent. Donc, logiquement, mais je me trompe peut-être, pourtant c'était le cas pour les agglos appartements. Les agglos avaient cette obligation, non? Oui, je crois que ça a posé problème. Parce qu'on a des agglos rurales, par exemple chez nous, on a nos voisins de Flers qui sont une agglo, ils ont un réseau de transport urbain, réseau de transport à l'échelle de l'agglo en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, je suis quasiment sûre que oui, le petit réseau de transport régulier à l'échelle de la commune déléguée de Villers suffira à nous permettre de prélever du VR. Pour moi, c'est un point sensible parce que, allez voir, alors moi, le versement, et c'est une conviction personnelle, peut-être qu'elle va évoluer devant différents arguments, mais je suis quand même très réservé à aller voir les chefs d'entreprise aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, pour appliquer le versement, mais bon, c'est pas un jugement définitif. Donc, mais la question, c'est effectivement, ce que vous avez dit, c'est quel service en face. Or, aujourd'hui, notre réseau de transport urbain, il n'est clairement pas fait pour les salariés, il est fait pour les personnes, c'est plutôt un réseau de transport urbain à vocation sociale, pour des personnes à faibles ressources et sans solution de mobilité. C'est tout. Donc, on n'est pas organisé du tout pour desservir les entreprises. Donc, vous voyez, c'est bien sûr un débat qu'on aura peut-être plus tard, mais il va falloir être convaincant et bon, on peut toujours imposer les choses, évidemment, mais aller voir les entreprises, si on n'a pas en face du service, ça va être compliqué. Mais alors, ce que je disais quand je disais que vous étiez dans une situation qui me semble quand même assez favorable, c'est qu'il y a le fameux projet MobiPro dont on parlera mardi prochain, qui est quand même un projet pour les entreprises, dans lesquelles, il me semble, vous avez déjà réussi à toucher des entreprises et des entreprises vraiment importantes. Donc vous êtes déjà dans une relation avec des entreprises qui est du donnant-donnant, quoi. Déjà, vous leur apportez quelque chose. Et puis après, sur les solutions que vous pouvez mettre en place, il est évident que on ne va jamais vous demander de développer un réseau de transport en commun juste pour les entreprises, ça n'a pas de sens. Mais dans les solutions, ça peut être du covoiturage, ça peut être de l'autopartage des flottes d'entreprises, une mutualisation des flottes d'entreprises. Ça peut être développé, je ne sais pas où sont situées ces entreprises, mais ça peut être développé un service de location de vélos à distance électrique. Il y a énormément de choses qui se font. On a beaucoup de retours d'expérience en France, notamment via France Mobilité. On a plein de choses qui se font déjà, qui fonctionnent très bien. Donc, je dirais que c'est pas ça qui est le plus compliqué. Après, développer des solutions pour les entreprises, ça se fait et ça fonctionne. Vraiment, on a des bons retours d'expérience. Donc, c'est pas cette question-là qu'il faut se poser, c'est effectivement quel rapport on veut avoir avec ces entreprises. Est-ce qu'on veut que ça passe par du prélèvement de VR?
Mais vous disiez par exemple qu'on n'est pas dans une situation favorable économiquement, effectivement, loin de là. Mais l'option qu'on a, c'est de passer par un taux de prélèvement bas qui serait adapté à la situation économique actuelle, par exemple. Mais ça permet quand même d'aller prélever des ressources. Quelles sont l'analyse de compétences pour la financer? Il y avait une autre question, je crois. Oui, Madame le ministre. Donc on voit bien que ce service, vous l'avez de l'écho, non? Le micro de la salle du conseil, faudrait la compétence, c'est bon. Allez-y, monsieur. Oui, je disais que ce nouveau service se posait en fonctionnement sur le versement mobilité. Mais à partir du moment où on descend, On vous a perdu. Moi, je ne vous entends plus. Vous avez coupé votre micro, monsieur Victor Méniel. ah bon, C'est bon, là. Allez-y, reprenez. je Allez-y. disais que le fonctionnement d'un tel service repose sur le versement mobilité. Je ne parle pas des investissements, mais du fonctionnement annuel. Mais en admettant qu'on mette un tel service sur une partie du territoire, parce que la communauté de communes de Viro-Noireau est très vaste, est-ce qu'on peut éventuellement appliquer un versement sur une portion du territoire et pas sur l'autre? Non, ça c'est pas Sur la possible. totalité. Ouais, les taux ils peuvent pas être modulés à l'échelle des communes. Il sera fixe à l'échelle de l'intercommunalité. Donc une entreprise qui se trouverait à 25 km de Lille, par exemple, qui ne serait pas concernée par ce service, ou les salariés de cette entreprise plutôt, les verseraient une taxe quand même. Oui, c'est ce que je disais à M. André. En fait, Une question de présentation. Un projet. ouais, il peut y avoir encore des micros de avancés. Oui, c'est une. En fait, vous n'allez pas proposer les mêmes services à toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui seront en milieu un peu plus urbanisé, pour lesquelles peut-être qu'un réseau de transport en commun sera pertinent. Pour d'autres, en milieu plus rural, ça pourrait être du covoiturage, ça pourrait être une navette, j'en sais rien. Mais après, vous pouvez adapter en fonction de la situation de l'entreprise. Ça, il n'y a aucun. Ouais, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Merci. Il y a des exonérations. Alors, il y avait une autre question. Une personne dont je ne reconnais pas le nom, DEC PM, qui voulait poser une question. Il y a une autre question? Bon, apparemment, elle a changé d'avis. Pas d'autres Il y a questions? Si? Il y a Mme Bourmé-le-Comte, je pense qu'il y avait Catherine. Oui, bonsoir à tous. Simplement pour plutôt vous donner une information, lundi prochain nous aurons une plénière en région Normandie et il sera question justement de cette loi d'orientation sur les mobilités avec une délibération concernant justement la mise en place des bassins de mobilité et derrière une organisation à travers ce dont vous nous avez parlé tout à l'heure, madame, à savoir les contrats opérationnels de mobilité. Voilà. Et Catherine, on les voit à 16h, à Banlieue. Alors, oui, je reviens sur le point, le débat qui n'est pas achevé, qui débute sur le versement, l'éventualité d'un versement mobilité et les services à mettre en place. À mon avis, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une question à se poser sur les services existants. Oui ou non, est-ce qu'on les transfère à l'Intercom? Si on les transfère à l'Intercom, ils sont financés. Ils sont financés puisqu'il y aura un financement via les attributions de compensation versées par les communes versées par à l'inverse, recettes dépenses. Donc il y aura un transfert de charges et de recettes. Donc la question c'est effectivement quel projet de développement, quel projet territorial de mobilité on met en place. Pour moi, la question du versement mobilité, il se pose à partir du moment où on fait le choix d'amener de nouveaux services à notre population sur l'ensemble du territoire. Alors, avec
avec effectivement peut-être des réponses diversifiées en fonction des typologies des territoires et des besoins des populations de ces territoires. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut appréhender les choses, c'est-à-dire ça peut être une prise de compétences mobilité dans un premier temps avec un transfert alors, à définir des services existants déjà gérés par les communes. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être à travers ce que vous évoquiez tout à l'heure, la réflexion sur un schéma de mobilité à l'échelle de l'intercom, et derrière, évidemment, forcément la question des moyens pour le financer. Enfin, voilà, il y a deux niveaux, à mon avis, deux niveaux à appréhender sur les choix qu'on aura à faire. Le service existant et l'extension du service. Voilà. Les services existants sont déjà financés par les communes. Et après, c'est la question des nouveaux services. Quel projet on a pour le développement des mobilités pour nos concitoyens et pour nos entreprises à l'échelle du territoire intercommunal. Et là, effectivement, la question du financement, elle arrive. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur cette première intervention. Non? Eh bien écoutez, merci à vous. Moi j'ai trouvé que la présentation était complète et intéressante. Elle pose bien le cadre et les questions qu'on a à se poser, elles sont lourdes. C'est pas du léger, mais ça on le savait. On a malheureusement le cas sur d'autres sujets actuellement, ça se bouscule un petit peu. Et voilà, je pense que le cadre est bien posé, chacun a tous les éléments de réflexion et peut affiner sa réflexion sur les différents sujets. Donc on a donc un échange avant le prochain bureau lundi avec la région. Et on aura effectivement mardi prochain, là peut-être un état des lieux des services existants sur le territoire. Voilà. Pas d'autres questions, pas de remarques? Eh bien écoutez, je vous renvoie à vos réunions à venir pour certains d'entre nous, d'entre vous. Bonne soirée à tous. Merci madame pour votre présentation. Et merci à nos services.